Bonjour à tous, bienvenue sur Paris Turf TV dans Destin croisé. Le 95e Prix d'Amérique va se dérouler le dimanche 31 janvier sur l'hippodrome de Vincennes. C'est une affiche exceptionnelle. Deux grands favoris, Bold Eagle, le cadet, Up and Quick, le tenant du titre. Leurs deux propriétaires nous font la gentillesse de nous rejoindre sur le plateau de Paris Turf TV. Pierre Pilarski, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureux propriétaire de Bold Eagle. Philippe Delon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire de Pen Quick, le lauréat de la version 2015 du Prix d'Amérique. Et pour m'assister, Sébastien Piazza, qui sera un petit peu l'aiguillon sur ce plateau. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On va tout de suite, si vous le voulez bien, vous faire découvrir le sommaire qui nous attend. Nous évoquerons le magnifique duel qui s'annonce fin janvier entre vos deux champions. Nous nous replongerons ensuite un an en arrière avec le premier Prix d'Amérique de Pen Quick et la montée en puissance de Bold Eagle. Quel chemin vos protégés ont-ils emprunté pour préparer ce grand objectif? Nous reviendrons sur leurs dernières performances. Comment Bold Eagle et Up and Quick cultivent-ils leur image? Entre surmédiatisation et ce qui s'apparente à une absence de communication. Vos parcours, Pierre Pilarski et Philippe Delon, ont des similitudes, mais vos attentes diffèrent en tout point. Nous tenterons de les analyser. Quel propriétaire êtes-vous? Plutôt décontracté ou du genre grand stressé? Avec l'aide de vos entraîneurs, nous essayerons d'y répondre. Enfin, vous aurez 30 secondes, montre en main, pour vous soumettre à deux questions dérangeantes. Allez, je vous propose tout de suite de faire plus ample connaissance avec nos invités. Pierre Pilarski, vous avez 55 ans. Oui. Vous êtes chef d'entreprise. Aussi. Gérant de McDonald's, vous avez 5 enfants. Oui. Et vous vous êtes installé en Suisse. Vous êtes l'heureux propriétaire de Bold Eagle. Vous avez eu d'autres chevaux de qualité à un échelon moindre, ultra classique. Et Oui. puis Villeroy également. Oui, qui est un bon cheval qui se repose à la mer et qui refera parler de lui l'an prochain, j'en suis sûr. Philippe Delon, vous avez 63 ans. Vous êtes gérant d'un groupe d'affaires. Multi-activité, j'ai envie de dire. Édition, immobilier, lavage de voitures. Il y a d'autres choses peut-être? Je suis curieux de nature, donc j'ai fait un peu tous les métiers. Vous êtes père d'un enfant, vous vivez en région parisienne et vous êtes le propriétaire, l'heureux propriétaire de Pen Quick. Mais Pen Quick, c'est peut-être pas le cheval qui doit bien cacher la forêt, comme on disait, l'arbre qui cache la forêt, parce que vous avez été également heureux avec Save the Quick et avec Tango Quick. Ah oui, vous oubliez Unique Quick, qui était au moins aussi bon que Up and Quick. Allez, on va tout de suite, si vous le voulez bien, parler de notre premier thème. À l'affiche, elle est absolument splendide. Bold Eagle qui a aligné les bâtons face à Up and Quick, le tenant du titre. On va essayer de ne pas y aller par quatre chemins. Philippe, je vais démarrer avec vous. C'est un match à deux qui s'annonce. Non, là, vous simplifiez un peu la chose. Moi, à mon avis, il y a 5 prétendants au Prix d'Amérique. Je suis un peu étonné d'ailleurs qu'on focalise tout sur Up and Quick et Bold Eagle, qui sont évidemment deux chevaux exceptionnels. Et il y en a 3 autres, à mon avis, qu'il ne faut pas négliger et qui ont tout à fait leur chance. Vous partagez cette analyse, Pierre? Ah, tout à fait, oui. Tout à fait, même si effectivement le tenant du titre sait ce qu'il est capable de faire. Mais je pense qu'il n'y a pas que lui. Il y a d'autres très très bons chevaux et je pense que c'est très dense et très ouvert. Un des préambules à ce plateau, c'est pas de langue de bois. Je m'attendais à ce que finalement on se dise oui, c'est bien un match à deux, parce que en coulisses, hors antenne, j'ai envie de dire, on s'est parlé ensemble. Et moi, vous m'avez dit, lorsqu'il est déféré et qu'il a le débouche-oreille, il faut quand même un champion pour le battre. Ah, mais moi, j'ai confiance en mon cheval. Je vous ai dit que si mon cheval était dans le même état de forme le jour J que l'an passé, il marcherait sur les autres. Bold Eagle compris. Et vous, Pierre, vous m'avez dit, s'il y en a un seul qui peut battre Pen Quick, même si on a un rôle de challenger, Oui. c'est le mien. Non, je dis que si le mien fait sa course, je pense qu'il faudra un Open Quick, même mieux que celui du Prix d'Amérique de l'an dernier. Je pense qu'il faudra un Open Quick du Critérium des 5 ans ou du Prix de Paris de l'an passé pour battre Bold Eagle. Une chose est sûre, messieurs, c'est que vous n'avez évidemment pas de compte à rendre, ni à l'un ni à l'autre, ni même à la France turfiste, mais c'est quand même d'une certaine manière un cataclysme si l'un et l'autre venaient à décevoir le 31 janvier. On attend tous Bold Eagle, 19 courses, 22 courses, 19 victoires. Up and Quick, quand il est déféré des 4 pieds, quand il est muni de ses artifices, c'est un compétiteur assez exceptionnel. Ils seront l'un et l'autre sur tous les tickets le 31 janvier. Les voir
autre part qu'à l'arrivée, ce serait d'une certaine manière une très très grosse déception. Ah non, mais moi, on ne parle pas de l'arrivée, on parle du gagnant. Moi, une course, on doit la gagner. Maintenant, être dans les 5, évidemment, je pense que tant Bold Eagle que Penquick seront dans les 5. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a, à mon avis, 5 prétendants à la victoire et que le déroulement de la course désignera le vainqueur. Pierre, quelque chose à rajouter? Je pense que comme la course va marcher à un train d'enfer, ils ne sont pas tous capables d'envoyer 11,5 sur 3000 mètres. Ils ne sont pas tous capables de faire ce qu'est capable de faire Bold Eagle. Donc effectivement, si la course est régulière et qu'elle marche très vite, j'imagine difficilement que ce ne soit pas Up ou Bold qui gagne. Juste avant de conclure et de passer au deuxième thème, j'aimerais connaître la vraie force d'Up et son talon d'Achille. Non, mais je ne vais pas vous donner la vraie force de son talon d'Achille. Ce que j'espère, c'est qu'on aura qu'on n'aura pas la météo d'il y a 2 ans, qu'on aura un super terrain. Parce que si on a un super terrain, on va exploser le record du Prix d'Amérique. Et vous? J'en suis persuadé pour 2 raisons. Effectivement, si on a un super terrain, ça va aller très vite. Et Bold, on parlait des points faibles, il a encore non seulement du poids sous les pieds comme un bon Rudy Cash, mais en plus il a des flaps. Et c'est vrai qu'il relève un petit peu plus quand le terrain est mouillé. Mais à Volvega, il a explosé le record de la piste sur un lac. Mais je suis persuadé que si on bat le record, si on explose le record, ça sera ou Up ou Bold qui gagnera. Voilà, c'est peut-être plus comme ça qu'il faut dire les choses. Par contre, si on a une fausse course, là on sait très bien qu'une fausse course, on peut tomber sur un Amiral Sacha, on peut tomber à l'équipe du Cap-Vert, ou un voltigeur de mythe, ou un voltigeur de mire qui peuvent venir finir si les deux font la guerre. Le déroulement de course va avoir une importance capitale. Mais je pense que ça va marcher très très vite. J'espère que ça va marcher très très vite. Et dans ces cas-là, à mon avis, ça sera l'un ou l'autre. Merci messieurs. On va, si vous voulez bien, désormais évoquer notre deuxième thème. Ironie de l'histoire, Penquick remporte son prix d'Amérique en 2015 et 43 minutes plus tard, le même jour, dans le prix Charles Tiercelin, eh bien, le cadet Bold Eagle, lui, s'impose également. On va revenir avec vous, Philippe Delon, sur la phase finale du prix d'Amérique de l'an dernier. On aimerait que vous nous la commentiez. Ah là, il s'est envolé. Hein. Il n'avait pas d'adversaire à sa mesure. L'an dernier, je vous assure qu'on était vraiment très confiants. Notre cheval était dans une forme, il était à 120% et personne ne pouvait nous battre. On est le 25 janvier 2015, Penquick a 7 ans. Philippe, vous vous dites qu'il a encore de très très belles années devant lui. Derrière, il va être battu dans le Prix de France. Il va très très bien remporter le Prix de Paris. Dans votre tête, déjà à ce moment-là, vous avez envie de vous projeter sur l'édition 2016 du Prix d'Amérique et puis même en filigrane derrière, éventuellement réussir la triple couronne? Et voilà, c'est la triple couronne qui a motivé ma décision. En fait, j'étais tellement déçu de ne pas avoir remporté la triple couronne qui n'avait pas été remportée depuis 38 ans et que le dernier à l'avoir remporté, c'était mon adolescence. C'était ce qui m'a porté vers le trot. Et j'étais convaincu qu'on devait la remporter. Et malheureusement, un incident fait qu'on ne la remporte pas. Parce que je pense que le cheval, 2100 mètres, ce n'est pas du tout un problème pour lui. Il n'a pas de problème au 2100. D'ailleurs, il a battu le record du monde à 4 ans sur 1600 donc, en Suède. Donc je pense que la courte distance, pour lui, n'est pas un problème. La vitesse de base, il l'a. Donc après le Prix de Paris, j'ai décidé que je ferais le même programme pour essayer de faire la triple couronne l'année suivante. Bien évidemment, Penquick éclipse Bold Eagle, puisque c'est la star, c'est le Prix d'Amérique ce jour-là. Bien sûr. Et vous n'avez que Dieu pour Bold Eagle, qui va courir 43 minutes plus tard dans le Prix Charles Tiercelin. Dieu, j'ai quand même regardé le Prix d'Amérique et j'ai apprécié la victoire de Penquick, qui pour moi faisait aucun doute. Et bon là, c'est vrai que ils sont descendus, descendu 5, il a fini 8. Voilà. C'est vrai qu'à cette occasion, toute l'attention était cristallisée un petit peu autour de Penquick. On avait beaucoup d'émotions ce jour-là à Vincennes, comme chaque année d'ailleurs durant le Prix d'Amérique. Mais en quittant l'hippodrome le soir, on s'est peut-être dit, on a peut-être vu là l'avènement d'une nouvelle star. Je pense, oui. Je pense que
le critérium des 3 ans n'était pas forcément significatif, quoique ce jour-là, il a fait un truc énorme, puisqu'il a fait les 2000 mètres sur le pied de 12 pour un 3 ans, c'était quand même assez impressionnant. Mais là, vous nous montrez la dernière ligne droite, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Bold Eagle a pris la tête avec le numéro 1 à des chevaux aussi vite en jambes que Billy de Montfort, etc. etc. Et on a vu là un cheval qui savait démarrer. Et aujourd'hui, je pense qu'on y reviendra, je pense que c'est très 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 important dans les courses comme elles se courent aujourd'hui de démarrer. L'histoire ne le dit pas, mais Franck Nivard vous glisse quelque chose à l'oreille ce jour-là. On peut le partager ou pas? Oui, moi ce jour-là, il me dit, si j'ai la place de Timoko dans le Prix d'Amérique avec Bold Eagle, je bats Open Quick. Ce sont des propos forts, ça, Philippe. C'est vrai que Franck, c'est pas un homme Il est qui pas passe pour polémique, être un hein. grand Après, communicant, ni non, pour communiquer, ni pour polémiquer, mais c'est vrai Il a que... gagné avec Open Quick. Il a gagné un critère de 5 ans avec J'ai pas dit que j'y croyais ou quelque chose comme ça, mais le cheval a une vitesse de base qui est hors norme. Il est descendu dans le critérium continental, il est descendu 4 et ça lui posait aucun problème. Je pense que c'est un cheval qui, sur 500 mètres, peut marcher 1 minute. Une petite réflexion l'un et l'autre. Vous aviez entendu parler de Bold Eagle Avant qu'il soit vendu, non. En fait, j'en ai entendu parler. Je l'avais regardé quand Jean-Étienne le courait parce que je me demandais pourquoi il prenait autant de précautions avec ce cheval. Donc je me disais, il doit quand même détenir une pépite. J'étais très surpris quand j'ai vu qu'il l'avait vendu. Mais je ne le voyais pas être un phénomène comme il est aujourd'hui, quoi. Et les propos de Franck ce jour-là, ils vous mettent sur orbite? Non, pas du tout. Vous savez, le propos d'un pilote, je te coupe, excuse-moi. Quand Oriane Schillström est deuxième de la Sweden Cup avec Open Quick à Solvalla, on l'a oublié, Open Quick ce jour-là il bat le record du monde avec ils sont co-détenteurs avec Owens Cup, le nez au vent du départ à l'arrivée. Et en descendant des sulky, Oriane me dit tu sais, c'est dommage que tu ne l'aies pas engagé dans l'Elite Club parce que demain j'aurais gagné l'Elite Club. Il faut se méfier quelquefois des propos qui peuvent être tenus par un pilote. Parce qu'Oriane Schillström avait décelé le potentiel de Open Quick. Et je me dis, normalement, j'avais Sèvres qui devait courir l'Elite Club, mais qui avait été malade, donc on ne l'avait pas emmené. Et quand il me dit ça, je me dis, quand même, Schillström, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme qui a gagné partout dans le monde et qui, pour moi, est le plus grand pilote de tous les temps. Je me dis, je dois quand même détenir, je sais qu'on cheval est bon, mais je dois quand même détenir quelque chose. Oui, et en l'occurrence, vous dites qu'il faut se méfier, mais c'était plutôt flatteur ce qu'il disait, et ça s'est avéré vrai. Oui, non, mais quand je dis, il faut quand même vous savez... Parfois prendre du recul un petit peu. Prendre du recul, mais mesurer les propos. Ça ne veut pas dire que Franck Nivard disait une erreur, parce que je pense que Bold Eagle, j'espère qu'il ne le gagnera pas en 2016, mais je pense qu'il le gagnera un jour. Ça, c'est clair. Et c'est ce qu'a l'air de penser Sébastien Guerrato. On y reviendra. Ah oui, ça c'est certain que moi je serais très très déçu si Bold Eagle ne gagnait jamais le prix d'Amérique, franchement. Messieurs, je crois qu'on a eu un aperçu assez sérieux concernant ces deux concurrents. On va évoquer désormais notre troisième thème. Allez, Philippe, on sait que le cheval Penquick court derrière le prix d'Amérique, le prix de France. Malheureusement, ça se passe mal, il gagne le prix de Paris. Et puis derrière, on sait que malheureusement, je dirais pour ceux qui l'aiment, on ne va pas beaucoup le revoir en piste. Quel va être son programme? Ça, c'est un choix du propriétaire qui est contestable, mais que je revendique. Mon cheval a fait la monte, il était complet. Et c'était assez difficile pour l'entraîneur qui n'est pas sur place, sur l'endroit où il fait la monte, puisqu'il fait la monte au Haras de Sacy. C'est un peu compliqué de mettre en place la poursuite d'une participation aux différentes épreuves auxquelles il pouvait prétendre. Donc j'ai décidé que mon cheval ferait le même programme, c'est-à-dire se consacrerait à 100% à la monte où il a un taux de réussite, un taux de remplissage qui est exceptionnel. Et j'ai fait ce choix parce que j'ai aussi, disons que je pense que c'est pour moi, c'est peut-être le dernier très bon cheval que je touche. J'étais très chanceux quand même sur une période de 3-4 ans. Donc j'ai voulu le protéger, tout simplement. Et je considère... Presque peut-être à contre-cœur? Oui, bien sûr, parce que vous savez, c'est grisant d'avoir un cheval qui gagne tout. Et vous êtes 9 mois sans voir votre cheval courir. Mais c'est aussi la raison. Je pense qu'aujourd'hui, on doit surentraîner les chevaux pour les amener à un niveau qui leur permette de figurer dans les 3 premiers dans ces grandes courses.
et que la mécanique est fragile, devient fragile avec le temps, on s'en aperçoit. Hein. Et j'ai voulu, entre guillemets, faire durer le plaisir. Hein. Et vous reconduisez le programme en l'emmenant tardivement à Grosbois? Alors, il part à Grosbois, oui, parce qu'on fait du congelé au mois d'août, donc en fait, il arrive début septembre à Grosbois. D'accord. Et là, il se produit dans quelques épreuves préparatoires, programme relativement classique. On va le revoir, si vous le voulez bien, le 13 décembre dans le Bourbonnais. Ce jour-là, il est à court de conditions? Oui, mais c'était pas le but. Hein. Le but, c'était, il n'avait pas couru depuis 9 mois, il fallait qu'il se remette en jambes. Donc, certains ont pensé que c'était moyen. Si vous regardez les courses de l'année passée, même si les classements sont meilleurs, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait moins de bons chevaux, je pense. Le mode opératoire est grosso modo le même. Ouais, l'entraîneur et moi-même, on est convaincus qu'on est dans les temps et que les courses se sont très bien déroulées. Après, le pilote, il a peut-être eu des propos, mais vous savez, Jean-Michel, c'est un gagneur, il voudrait toujours avoir un cheval pour gagner. Il faut savoir être patient. Hein. Est-ce que la tentative du prix de Bourgogne le 3 janvier vous inquiète ou vous rassure au contraire? Ah non, il nous a totalement rassurés. Hein. C'est vrai que le cheval, à cette occasion, a été beaucoup plus offensif que dans les épreuves préparatoires précédentes. Il fait illusion pour la victoire jusqu'à la sortie du tournant final. Ensuite, effectivement, on le voit sur ces images, il demande à souffler pour finir, mais on peut considérer qu'il n'était qu'encore qu'à 80% de ses moyens et que, justement, vous avez 3 semaines comme ça, là, maintenant, pour monter dans les tours. L'objectif, c'est le 31 janvier. Monter un cheval à 100% et le maintenir à 100% pendant un mois, c'est très difficile, je pense. Hein. Donc, Franck Leblanc sait où il va. Et je l'en remercie parce que l'an dernier, il avait voulu, par exemple, le déférer dans le Bourgogne. Et je lui avais demandé de ne pas le déférer. Je lui avais dit qu'il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation. Il m'avait écouté. Et je pense qu'il sait être à l'heure. Donc le cheval est très très bien. Moi, je ne suis absolument pas inquiet sur sa condition pour le 31. Je dis pas je pense qu'on va gagner, mais ça va être un sérieux combat. Mais je pense que Franck Leblanc est absolument dans les temps. Pierre, vous, l'année 2015, elle se doit d'être exceptionnelle parce que si Franck Nivard vous dit c'est peut-être un cheval de prix d'Amérique, il faut qu'il le confirme. Il va avoir un virus, ça va l'empêcher de participer au Critérium des 4 ans, mais il va signer des victoires qualificatives absolument magnifiques. Il va aligner les bâtons et on va le voir sortir de ses frontières, aller notamment en Hollande, dans une course où il se montre impressionnant. Oui, et sur ces images d'ailleurs, ce qui est assez amusant. Regardez l'attitude d'Éric Raffin qui harangue la foule en disant regardez, vous avez certainement vu quelque chose d'exceptionnel. Et vous me disiez, Pierre, en off, que ça faisait partie de vos plus beaux souvenirs. C'est mon plus beau souvenir avec Bold Eagle parce que peut-être que les gens n'ont pas fait attention parce qu'ils étaient braqués sur Bold. Mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup d'affection pour Billy. Et j'ai vu l'attitude d'Éric. Et c'est vrai que ce jour-là, on ne se rend pas compte, mais sur un lac, marcher 1,12, mettre 7 dixièmes au record de Commander Crow, et ce n'est pas un record d'opérette. Hein. C'est le parcours du Prix des Géants qui se court normalement au mois de mai. Il y a quelques bons chevaux qui s'y sont essayés. Et ce jour-là, si Franck veut, s'il ne fait pas une fleur à Billy au départ, ce n'est pas un scoop puisqu'il l'a dit dans la presse, il marchait 11. Et puis, Bold Eagle, qui avait jusqu'à présent gagné des groupes 1 dans l'Hexagone, prend d'un coup une dimension un petit peu européenne, voire même internationale. C'était exceptionnel. Exceptionnel ce qu'on a vécu à Volvega. Il y avait 5 ou 6 000 personnes, des gens qui étaient vraiment là pour le sport. C'était vraiment c'était génial. Moi, c'était ma première expérience. Je sais que Philippe en a eu bien avant, mais ma première expérience à l'étranger, c'était vraiment sympa. On va évoquer désormais le Critérium continental. Là, il impressionne encore. Là, il est très impressionnant parce qu'ils sont sur le pied de 4. Ils regardent à gauche, ils regardent à droite ce qui arrive. Il est super facile. Et ça, je pense que dans un prix d'Amérique, ça va aussi énormément lui servir parce qu'on sait quand même qu'un prix d'Amérique, ça se gagne devant et pas derrière. Ce Critérium continental, d'une certaine manière, c'est vraiment le juge de paix. On en avait parlé auparavant au téléphone. Vous m'aviez dit, si c'est pour courir le Critérium continental et terminer 5e, on n'a aucune chance de courir derrière le prix d'Amérique. Alors là, ça serait vraiment ça aurait été une bêtise si on est battu par ses contemporains d'aller courir le prix d'Amérique avec un cheval comme Bold Eagle, parce que je sais que Burt Parker veut courir le prix d'Amérique. C'est pas du tout par rapport à lui que je dis ça. Un cheval comme Bold Eagle, on se doit de courir des courses pour les gagner. On va pas faire le tour, même si on sait que c'est difficile. Je voudrais juste revenir sur quelque chose.
parce que on dit que le cheval de Philippe court pas beaucoup dans une année. Mais il va avoir couru 7 fois, 4 préparatoires, la triple couronne. Bold Eagle a couru 9 fois. Je veux dire, ça se fait pas du tout au même tempo, mais on sait que les cracks, de toute façon... Il a couru 7 fois, dont 4 préparatoires. Voilà, c'est ça, donc 4 préparatoires. Donc on sait que les cracks, ils courent pas 20 courses ou 25 courses par an. Donc, c'est impossible aujourd'hui. 7 courses pour lui, 9 pour nous, il n'y a pas un écart qui est si important que ça en vérité. À vous écouter, il y a donc une certaine sérénité, les chevaux sont en bonne marche pour ce prix d'Amérique, tout roule. Quelque part, c'est ce qui compte. Après, je veux dire, la course désignera le meilleur, désignera le vainqueur. Ce qu'on veut, nous, c'est que la course soit régulière, que nos chevaux soient là à 100% le jour J. Je dis franchement, ça me ferait absolument pas plaisir d'apprendre qu'un Open Quick soit non partant parce qu'il s'est tordu une jambe ou un jarret. Franchement, c'est pas du tout comme ça. Parce que nous, on avait un programme. On avait un programme à 5 ans qui était tout tracé. Je veux dire, on va pas se voler la face. À 5 ans, Bold Eagle aurait certainement, comme Open Quick, tout gagné. Je veux dire, c'est un énorme challenge pour nous d'aller faire ça. Donc là, on se place vraiment d'un point de vue sportif. Merci messieurs. On va évoquer désormais le 4e thème. Vos chevaux sont des stars, vous exploitez leur image différemment. Est-ce que c'est lié à votre personnalité? On va peut-être en savoir un petit peu plus. Pierre, vous êtes un fou des réseaux sociaux. Alors, pas du tout. Pourtant, qu'est-ce que vous communiquez? J'ai communiqué énormément au moment où Bold a été malade. Parce que en cherchant des informations sur Internet, je me suis rendu compte qu'on disait tout et n'importe quoi sur le cheval. Et comme c'est mon premier très bon cheval, j'ai eu un petit peu de mal à supporter. Donc je me suis piqué au jeu en essayant de rétablir ma vérité, si c'est pas la vérité. Mais ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je ne vais pas faire non plus très très longtemps. C'est vraiment parce que j'ai eu Twitter parce que Bold Eagle. Je ne savais même pas avant que ça existait. L'ampleur que ça prend, ça ne vous dépasse pas? Si, ça me dépasse. C'est pour ça que je vais vous donner un scoop. Le 31 janvier au matin, avant le Prix d'Amérique, je coupe mon compte Twitter. Advienne, voilà, ce qui devra arriver. Et puis, voilà. Parce qu'il y a eu des écharpes, il y a eu des casquettes et ça part à une vitesse folle. Les écharpes et les casquettes, c'était un peu pour les amis, sauf qu'on fait pas des séries de 10. Donc on a fait une série de 200 écharpes, on a fait une série de 150 casquettes parce que c'était le minimum que nous demandaient les Italiens ou les Chinois. Et puis après, et puis on les a pas vendus, on les a donnés. Donc c'est vrai qu'on s'est fait un petit peu dépasser. Puis aujourd'hui, il y en a plus, quoi. Mais pour le monde des courses, ce qu'on a fait avec Trèves et ce qu'on est en train de faire avec Bold Eagle, c'est très porteur quand même. Quel bel ambassadeur, mine de rien. Certainement, même si ça n'a pas le rayonnement d'une Trèves, parce que le trot, c'est quand même quelque chose d'européen. Je veux dire, Trèves, c'est quelque chose... le galop, c'était international. Mais si Bold a pu apporter quelque chose ces derniers temps au monde du trot, c'est vrai qu'on en a un petit peu besoin. Voilà. Philippe, vous disiez tout à l'heure, c'était mon programme, je voulais le préserver et tout. Franck Leblanc n'est pas un grand communicant. Vous n'êtes peut-être pas non plus un grand communicant. C'est une star quand même, Open Quick. Est-ce qu'il est médiatisé à sa hauteur? Non, mais moi, vous savez, la position que j'ai tenue avec Franck Leblanc à la suite de la victoire dans le critérium des 5 ans, et les propos médisants tenus par certains pseudo-journalistes frustrés parce qu'ils n'avaient pas touché Open Quick dans le critérium des 5 ans, et le discrédit qu'ils ont jeté sur la performance dont personne n'a parlé, mais qui était quand même le record du monde battu dans ce critérium, nous ont profondément blessés. Et on avait décidé de boycotter purement et simplement Equidia, ce qui est toujours le cas tant que le rédacteur en chef serait présent. C'est-à-dire que c'était inadmissible de prononcer de tels propos, sans fondement. Ça signifie que quand on vous attend... D'ailleurs, en demandant au passage une confirmation qu'il a, je pense, largement apportée. Et à partir de ce moment-là, c'est malheureusement pour ses fans, mais vous savez, il a un fan club qui est tenu par un jeune garçon, qui est totalement étranger à l'écurie,
que ma fille contrôle, parce qu'elle a voulu je lui ai demandé de le contrôler. Et il a, je crois, 3000 followers. Et je reçois des mails en permanence de soutien. J'ai un quart qui vient de Nantes. Ils m'ont demandé de pouvoir les accueillir le jour du Prix d'Amérique. Il y a 50 personnes qui se déplacent de Nantes. Donc, si vous voulez, il a un fan club. On a compris l'un et l'autre comment étaient vos rapports avec l'image de vos chevaux. Vous êtes un communicant, mais dans la mesure où les choses se passent correctement. Quant à vous, Pierre, vous avez joué le jeu aussi, mais là, à un moment donné, il va falloir prendre le relais, que quelqu'un prenne le relais à votre place. Je pense, oui, parce que quelque part, après, quelle crédibilité on a quand on dit que son cheval est un super cheval, etc., etc., etc. C'est... on n'est pas forcément toujours très très objectif, et puis après, faut pas s'attarder sur ce genre de choses. Non, ce qui est regrettable, c'est que des grandes stars comme Bold Eagle et Open Quick. Alors, Open Quick, c'est vrai que le fait ses absences aussi longues pendant la saison de monde font que difficile de parler d'une star sur 3 mois, d'une star sur un mois en clair. Oui, mais dans l'intimité, on peut communiquer aussi quand même. Mais on communique dans l'intimité, et croyez-moi bien, on répond à toutes les demandes que l'on peut avoir. On a fait des différents goodies pour les followers. On va avoir des écharpes pour le Prix d'Amérique parce que ça nous est demandé. Mais ce qui est déplorable, c'est que les médias nationaux n'en parlent quasiment pas. Ouais. Sauf la victoire du Prix d'Amérique, où j'ai été très étonné de voir toute la PQR qu'il avait repris, les chaînes de télé qui parlent du Prix d'Amérique en 2 lignes. Mais néanmoins, ils en parlent. Ça veut quand même dire que s'ils en parlent, ça correspond à une demande. Je veux dire, c'est que... Et ce qui est dommage, c'est que c'est un événement majeur. Alors, à mon avis, le gros problème, c'est il faut que les services marketing et communication de nos institutions fassent le nécessaire pour que ces gens-là aient plus d'informations toutes prêtes pour qu'ils puissent la mettre, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le problème des médias, c'est que ça coûte cher à produire. Il faut qu'on leur apporte. Le si on leur apporte, marketing commun est en train d'y travailler. voilà. Donc, souhaitons que tout se passe J'espère bien. beaucoup du marketing commun. Nous aussi. Merci. On va évoquer dans quelques instants le thème suivant. Vous avez été l'un et l'autre driver amateur, et ce n'est pas sans conséquence. Vous y adonniez dans un rôle un petit peu de plaisir, 2 fois par semaine, en Suisse notamment. Quant à vous, à une époque, vous avez écumé la France. Je pense que c'était nécessaire peut-être de passer par là pour avoir la vision que vous avez désormais des courses. Nécessaire, je ne sais pas, mais par contre, qu'est-ce que c'est utile ? Qu'est-ce que c'est utile dans les rapports avec les entraîneurs, dans le choix des achats de chevaux, dans la façon de se comporter avec l'environnement. Ah oui, pour moi, c'est quelque chose qui a été très utile. Non, mais j'abonde tout à fait dans le sens de Pierre. Hein. Moi, je connaissais le cheval et notamment le trotteur depuis mon adolescence, hein, puisque j'ai beaucoup travaillé dans des écuries pendant mes vacances et mes week-ends. Mais le fait de courir en amateur, ça m'a permis d'être beaucoup plus tolérant, notamment à l'égard des drivers. Oui. Parce qu'avant, à chaque fois qu'un driver commettait une erreur, Vous le maudissiez. je le maudissais. Je l'engueulais pas toujours, mais bon. Ben, ma foi, quand j'ai couru, j'ai dû courir 200, 250 fois. J'ai vu les difficultés, j'ai vu le peu de temps qu'on avait pour prendre une décision, et que quelquefois on prenait la mauvaise décision ou qu'on faisait une erreur. Et aujourd'hui, je suis beaucoup. Il m'arrive très rarement de rigoler à un entraîneur. Excusez du peu, vainqueur à Vincennes. Et j'ai gagné une course. J'ai eu la chance de gagner une course à Vincennes. Alors l'un et l'autre avaient arrêté de driver en amateur, pour quelle raison? Moi, pour ce qui était un avantage de courir en Suisse, c'est qu'on courait les week-ends et Contre les professionnels? Contre les professionnels, ah oui, j'ai battu des grands professionnels. J'ai couru avec des chevaux de 2 ans, avec des chevaux de 12 ans, des chevaux de 13 ans. J'ai couru avec un petit peu toute la gamme. Et puis mes enfants grandissant, j'ai eu besoin de mes week-ends pour passer du temps avec eux. Et puis franchement, personne ne m'a regretté dans les pelotons. Donc, Et vous, c'était peut-être Non, aussi, avec le respect que je vous dois, l'âge aussi qui... Non, il n'y a pas que l'âge, parce que bon, je suis quand même encore en bonne forme. M'enterrez pas trop vite quand même. Mais non, mais c'est un problème de temps. C'est que quand j'ai couru, j'ai eu la chance, j'ai gagné beaucoup de courses en très peu de temps. D'abord parce que j'avais mes propres chevaux, mais j'ai aussi gagné un jour une course avec un cheval de Huff Nordin, vous voyez, en tant que coach driver amateur. Mais c'est le temps, c'est que moi j'ai différentes entreprises et mon écurie également me prend beaucoup de temps. Et courir en amateur avec des chances de gagner, moi j'ai parcouru la France et ça me prenait énormément de temps. C'est important ce que vous dites. On va revenir sur 2 choses essentielles. Vous démarrez dans le propriétariat de façon modeste.
des petites victoires entre amis, des entraîneurs locaux, Emmanuel Bouillet, vous allez en short aux courses, on vous voit sur des images ici, c'est vraiment c'est la petite entreprise, je dirais. Tout à fait. Et puis derrière, vous allez essayer d'avoir une autre dimension avec Villeroy, et puis vous allez à un moment donné casser la tirelire pour Bold Eagle. Oui, alors ça c'est le jour où j'arrête de driver en amateur. Je ne veux pas arrêter du tout arrêter les chevaux, donc j'essaie de me constituer, de me constituer une écurie de course. Et ça passe par des yearlings, ça passe par des achats de vieux chevaux entre guillemets. Pour pouvoir essayer d'upgrader, parce que c'est long de se constituer une écurie, que ce soit par l'élevage ou par les achats de yearling. Donc j'ai voulu aller un petit peu plus vite. Et voilà, il y a eu Villeroy, il y a eu Bold Eagle. Vous me donnez une transition toute trouvée. Vous dites c'est long pour monter une entreprise, c'est très long pour faire de l'élevage. Philippe Delon en sait quelque chose. Il va voir Jean-Pierre Dubois, il lui dit je voudrais monter un élevage. Il dit oh, il vous faut 30 ans. Il dit non, moi je veux réussir en 15 ans. Ah oui, je me suis dit, en partant de chez Jean-Pierre, je me suis dit, bon, 30 ans, j'avais une quarantaine d'années à l'époque, je me suis dit, oh là là, ça me fait... Donc j'ai dit, je vais mettre les bouchées doubles. Donc j'ai investi, j'y ai consacré énormément d'argent et de temps. Et puis j'ai eu un peu de chance aussi, je crois, puisque j'ai gagné 10 groupes 1 en 3 ans. Tango Quick, Save the Quick, c'est presque plus que de la chance, Penny non? Quick, Pan Quick, ouais, c'est eu... Mais bon, il y a aussi un investissement... pas uniquement financier, mais un investissement de temps important. Vous savez, quand vous consacrez toutes vos vacances, tous vos week-ends, une partie de vos nuits, heureusement que ça paye un moment, sinon, je ne sais pas, vous vous jetez à l'eau, quoi. Aujourd'hui, on voit, Philippe, que Up & Quick est un petit peu la locomotive de votre écurie. Vous avez évoqué Save the Quick, vous avez évoqué Uniquick, Tango également, qui a brillé au plus haut niveau. Depuis, on a le sentiment qu'il y a 2-3 générations qui ont un petit peu du mal à prendre la relève. Est-ce que c'est un risque, finalement, que derrière Up & Quick, il n'y ait pas de chevaux comme ça qui arrivent à prendre la succession? Non, mais vous avez tout à fait raison, mais je crois que je n'ai pas été bon, hein, c'est tout. J'ai dû travailler moins. J'élève toujours de la même façon, je fais mes croisements toujours de la même façon. Je n'ai pas pollué mon élevage uniquement avec mes étalons, mais il y a un problème d'homme surtout. Et, une écurie comme la mienne, avec un élevage comme le mien, si vous n'avez pas au bon endroit la bonne personne, ça marche pas, quoi. Vous pouvez avoir les meilleurs yearlings si vous avez des gars qui vous cassent tout avant qu'ils aillent aux courses. Et depuis 3 ans, c'est ce que j'ai eu, quoi. Faut être clair. Donc la génération des V, on a tout plié. Les A, on a tout plié. Les B, il reste pas grand-chose. J'en ai peut-être 1 ou 2. Dans les C, ça va être un peu mieux. Dans les D, je m'y prends différemment. J'y consacre plus de temps. Donc ça va revenir. Maintenant, est-ce que je vais ressortir autant de cracks que j'ai sorti? Ça, c'est autre chose. Et finalement, mais ça va revenir parce que mon élevage est là. Heureusement que Up est là, mine de rien. Un plan de rentabilité, c'est pas mal non plus pour servir de locomotive. Vous savez, mon écurie, en 15 ans, elle n'a pas été beaucoup rentable, hein. Mais c'est une entreprise que je mets sur orbite et que je vais continuer à développer. Chez vous, ça va se continuer de quelle façon, Pierre? Il y a Bold Eagle, il y a ses victoires. Alors justement, quand je vois des exemples comme Philippe, vraiment, je m'interdis de faire de l'élevage. Même si effectivement, on sent très bien que pour pérenniser une histoire, ça soit la seule solution, à tel point que j'avais une bonne petite poulinière qui s'appelle Tempête du Loisir, qui est une très bonne souche pleine de Bold Eagle, et je me suis forcé à la vendre pour dire voilà, je n'y reviendrai pas. Ah oui. Ouais, je veux pas parce que moi j'aime bien aller aux ventes de yearling. Quand on a son propre élevage, c'est très très difficile. Enfin après, ou alors avoir des moyens que moi je n'ai pas, il fallait que je fasse un choix. En plus, moi je n'ai pas de propriété, donc c'était forcément de l'élevage hors sol, donc c'est complètement différent. Par contre, j'ai des parts d'étalons, je regarde, je fais des options avec des éleveurs. Je me fais Mais aussi ça reste mesuré. mon petit élevage. Ah bah déjà parce que j'ai pas les moyens, et puis parce que je suis pas un éleveur dans l'âme. Moi, les chevaux pour moi c'est du sport avant d'être une entreprise. Voilà. Merci messieurs, on l'a bien compris. On va évoquer, si vous le voulez bien avec vous, le 6e thème.
Alors là, on entre vraiment dans le statut de propriétaire, de la façon dont vous vivez un petit peu les courses, de la façon dont les choses se déroulent. Philippe, on parlait tout à l'heure derrière la structure que vous avez d'une réussite normale parce qu'il faut faire tourner toute une entreprise. Cette obligation de résultat, elle vous condamne pas finalement à un stress permanent, même quand vous suivez les courses? Je ne le vis pas tout à fait comme ça parce que j'ai la chance d'avoir un groupe qui marche bien. Mais néanmoins, j'aime pas qu'une de mes entreprises perde de l'argent de façon systématique. Donc, évidemment, il y a quand même un impératif de rentabilité. J'ai retenu quelque chose dans nos échanges téléphoniques. Vous m'avez dit, je suis obligé de mettre la pression sur mon entraîneur. Bah, c'est clair. Quand vous avez aujourd'hui, si vous n'avez pas assez de produits qualifiés et que vous entretenez 70 chevaux alors que vous devriez en avoir 40, à un moment, vous posez des questions. Et ça vous permet quand même d'avoir une certaine sérénité les jours où les chevaux courent, où il y a forcément derrière une Non, mais rentabilité. moi, quand je vais aux courses, je pense pas. Parce qu'on vous voit là dans des moments de liesse quand même. Je pense pas à mon compte en banque à la fin du mois. Pour l'instant, ça va encore. Mais effectivement, le fait d'avoir Open Quick, ça m'aide aussi. Quand vous avez un cheval qui est complet en tant que talon, qui vous prend grosso modo 600 à 700 000 euros dans l'année, ça vous donne un certain matelas. Mais néanmoins, dans mon entreprise, ça ne suffit pas. En ce qui vous concerne, vous Pierre, quelque chose m'a choqué dans nos propos, dans le bon sens du terme. Vous m'avez dit que c'est une épreuve parfois de voir courir Bold Eagle. Et le fait de le voir passer le poteau, c'est une délivrance. Comment, quand on est propriétaire, on peut avoir une telle pression sur le dos? Est-ce qu'au contraire, finalement, avoir un cheval qui court, c'est pas un pur plaisir? Mais dit Villeroy court, oh, les moments sont exceptionnels et lui, il court, je suis dans une tension permanente. Oui, c'est la première fois que je ressens ça avec un cheval. Alors c'est aussi un petit peu de ma faute, c'est que à force de communiquer, j'ai embarqué beaucoup de monde avec moi, des proches, des moins proches, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui sont là et qui sont en attente. Et c'est vrai que cette pression-là, je la prends un petit peu en pleine figure. Et parce que quand on perd, on est déçu. Et puis, un cheval qui systématiquement passe le poteau en tête, c'est quand même quelque chose de très spécial. Parce que, à part cette fois où il est malade, moi, j'ai jamais vu perdre Bold Eagle. Donc, j'ai peur de cette première fois. Peut-être que ça ira mieux après le 31, je le dis avant que tu le dises. Mais non, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et il y a un avant et un après-course. Par contre, qu'est-ce que c'est bien derrière? Parce que je relâcher me détends. la pression. Ah ouais, je relâche la pression. Mais j'espère que je vais apprendre. Et à chaque fois, je me dis, ça sera différent la fois d'après. Et c'est jamais différent. J'ai un stress de folie. Alors là, c'est... Il paraît que Solvala, c'est un calvaire. C'était Pardon, pas Solvala, Volvega. Volvega, on a pris de la pluie depuis 9h le matin, on attendait la course jusqu'à 18h, les chevaux suédois touchaient pas la piste, Billy de Montfort volait, et le mien a fait un hit à l'amble. Donc voilà, donc c'était vraiment très dur, oui. Ils sont étonnants, les lapsus. Solvala. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Bon, il m'a arrivé la même chose pour le prix d'Amérique au mois de juin. C'est le mois de juin que vous l'avez dit, non? Ouais. Mais alors, non, le prix d'Amérique, je vais pour en De votre 2016. côté, Philippe, quoi qu'il arrive, 2016, j'ai cru entendre dire que Solvala, l'Elite Non, Club, c'est ça pas faisait partie. c'est pas quoi qu'il arrive. Il faut que le cheval soit. Oui. Il faut que le cheval fasse de bonnes performances dans les 3 épreuves reines de Vincennes. Et s'il fait des bonnes performances, je vais essayer de tout mettre en œuvre pour faire l'Elite Club cette année. Ce sera l'objectif 2016. Avant- Vous savez, j'avais 2 rêves. Enfin, j'en avais 3. C'était de gagner le Cornulier. Je suis passé à côté. J'ai fait 2e. Le 2e, c'était de gagner le prix d'Amérique. Je suis comblé. Je l'ai gagné une fois. J'étais 2e une 2e fois. J'ai essayé de gagner 3 fois. Et j'en ai un autre parce que j'ai des amis suédois que Mathias Montgorger m'a fait rencontrer il y a une quinzaine d'années. Et j'aimerais, il a gagné, mon ami suédois Thilander a gagné l'Elite Club, les Victory Tilly, et j'aimerais gagner, rien que pour lui faire plaisir, j'aimerais gagner avec... Tu veux inventer la quadruple couronne pour que les générations futures aient besoin de pédaler pour... Voilà, c'est ça, pour hein. que tu sois obligé de faire mieux que moi. C'est ça. Et hein. un des maillons essentiels, c'est l'entraîneur. Et j'aimerais savoir les rapports que vous entretenez avec Sébastien Garato. Vous êtes allé vers lui, c'est une rencontre relativement récente, je dirais. Oui, ça date du mois d'août 2014. Imaginez bien comme il est déjà avec le grand public, quand on est dans un cercle un peu plus dans le cercle des intimes forcément, parce que j'ai pas que ce cheval-là chez Sébastien.
c'est fantastique parce que Sébastien a les défauts de ses qualités, il n'a pas de filtre. Hein. Donc il dit Et systématiquement ce très qu'il pense. spontané. Alors il y a des fois, il faut prendre une petite respiration, hein, mais par contre, on sait où on va et ça n'a pas de prix. Moi, j'ai pas besoin d'un entraîneur qui, entre guillemets, me fasse l'amour. Je veux dire, ça, c'est trop vieux pour ça et j'ai pas envie de ça. Vous savez ce qu'il pense de vous? J'ose pas y penser. Écoutez. C'est quelqu'un qui vit les courses à fond. Il est heureux quand son cheval gagne, même si c'est la 18e victoire, je pense que c'est comme si c'était la première. Après, quand il me voit, il me fait 3 bises, et pas 4 ni 2, parce que 3, c'est parce que c'est en Suisse, ils font 3 bises. Donc à partir de là, il aime bien faire ça, et puis il est heureux de vivre ses victoires avec tous ses copains, son entraîneur et tous les gens qui l'entourent, quoi. Il a ses Twitter et tout ça, a ses réseaux sociaux, et il aime bien ça. J'ai envie de lui dire qu'il faut qu'il stresse pas, que ça va bien se passer, et que si le cheval reste comme ça, après le prix d'Amérique, on sait très bien qu'il y en a 2-3 à battre, mais il va être sûr dans les 3 premiers du prix d'Amérique, mais on y va pour gagner, quoi. C'est vrai qu'il est cash. Ah ouais, toujours. Il est ému, Pierre Pilarski. Philippe, vous, comment ça se passe avec Franck Leblanc? Très bien, on échange peu sur l'entraînement, mais l'essentiel. Mais je ne suis pas tous les jours chez lui, moi je fais confiance. C'est un pro, hein. Et vous savez, quand vous avez un entraîneur comme Garato, comme Leblanc, comme quelques autres, il n'y a rien à inventer. C'est à vous de donner les grandes lignes. Et puis derrière, c'est lui qui décide. Hein. Il a joué le jeu et on lui a demandé ce qu'il pensait de vous. Philippe laisse tout faire. Hein. Moi, avec les chevaux, j'ai toujours eu carte blanche. M'a jamais rien dit. J'ai toujours fait comme j'ai voulu. Alors c'est pour ça que ça s'est vraiment très très bien passé. Le bon côté, c'est la gentillesse. Et le moins bon, je peux être impulsif sur certaines choses, mais bon, ça n'a jamais trop avec moi. Ça s'est toujours bien passé. Il sait ce que c'est que les chevaux, il sait que les chevaux peuvent avoir des problèmes, il élève, il connaît les animaux et tout, il sait que ça peut être de joie et de déception, et en plus il sait très bien qu'un cheval peut avoir des problèmes, que ça ne se passe pas toujours comme on veut, donc c'est beaucoup plus facile. Un portrait fidèle, non? On est 5 sur 5, non? C'est ça? Voilà donc en ce qui concerne un petit peu le regard qu'avaient vos entraîneurs sur vous. Messieurs, on va se retrouver pour un moment peut-être un tout petit peu plus désagréable. Vous allez avoir dans quelques instants la possibilité de vous livrer, mais dans un temps limité. Alors simplement, et je vois Pierre Pilarski qui me regarde d'un œil, il me dit à quelle sauce ils vont me manger. Non, ça ne me dérange pas du tout, Voilà, c'est juste les voilà. 30 secondes, comme je suis bavard. On va vous poser à chacun une question. On n'aimerait pas qu'il y ait ni de joker, ni de langue de bois. On va commencer tout de suite avec vous, Sébastien. Cette question s'adresse à Philippe. Oui, avec Philippe, est-ce que finalement tous les sacrifices que vous avez consentis pour les courses et pour cette passion, vous ne les regrettez pas? Est-ce que la passion que vous avez pour les courses vaut tous les sacrifices consentis? Oui, moi, c'est un rêve d'enfance. Quand j'avais 14 ans, j'ai dit à mon père, je vais être entraîneur. Il m'a dit, tu fais tes études. Il avait raison 1000 fois. J'ai réalisé mon rêve d'enfance. J'ai gagné la plus belle. Je suis comblé. Bah écoutez, vous n'avez pas utilisé vos... Je peux continuer. Je peux lui prendre son Allez, vas-y, rap. je te l'offre. Ouais, super. Voilà, on peut dire au moins que c'était concis. Je ne sais pas comment vous gérez vos affaires, mais en tout cas, De la c'est même clair, manière. net et précis, et c'est tant mieux. La deuxième question s'adresse à Pierre, et c'est une question un peu piège. Que vaut Bold Eagle? Vous parlez de financièrement ou vous parlez sportivement? Financièrement, parce que sportivement, on en a entendu parler dans l'émission. Alors, financièrement, Vous c'est avez très, déjà gratté 6 secondes. c'est très simple ce qu'il vaut. Il vaut 90 fois 100 000 euros, c'est la valeur de la part, plus les CI étrangères, plus les gains de course, mais il vaut surtout pas l'amour de son propriétaire, donc il n'a pas de prix, et c'est parce que ça, c'est pas quantifiable. Merci. La troisième question, elle s'adresse à Philippe. Philippe, qu'est-ce qui pourrait, du jour au lendemain, vous faire tout arrêter? Oh, le pépin de santé. Mais vous savez, je suis un fils de paysan. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est l'élevage. Quand j'arrive dans mon haras, chaque semaine, la première chose que je fais, je vais à l'élevage. Je passe 3 à 4 heures, j'y étais hier, à faire la tournée de tout mon élevage avec ma responsable. Et je passe assez peu de temps sur l'entraînement. Mais j'ai pas envie d'arrêter, hein, ça me maintient, ça me permet de m'oxygéner.
Après, je réduirai sans doute un jour. Ce jour, pour le moment, ne semble pas être arrivé. Trop fort sur les 30 secondes. Hein. Et Pierre, vous allez, Ouais. je suis sûr, les respecter pour la question qui suit. Vous avez une grande famille. J'ai l'impression qu'en fait, cette passion, vous la vivez seule. Bold Eagle, pour le reste de la famille, bon, c'est un bon cheval, mais pourquoi? Parce que je leur ai tellement raconté de salade avec mes chevaux en leur disant que avec des chevaux de réclamés, j'allais gagner des grands prix à Yverdon et à Avenches, qu'aujourd'hui, même en ayant un des meilleurs trotteurs peut-être européens, voire du monde, ils me croient plus. J'ai trop crié au loup. Voilà, ça vous va comme réponse? Ils n'en prennent pas la mesure, en fait. Pas du tout. Ça me va. Et c'était finalement dans un temps relativement limité. Bon, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. On va peut-être la finir sur une note assez amusante. Le destin est parfois étonnant. Ce Up and Quick, finalement, il n'aurait peut-être pu jamais voir le jour, Philippe. Ah oui, la naissance de Penquick, c'est très anecdotique. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais chaque semaine dans mon haras et je commence par la tournée d'élevage. Et à cette époque-là, la Fichtre, la mère de Up, était donc arrivée à terme. Et je débarque le matin vers 7 heures. Nathalie Rosa, qui était à l'époque la responsable d'élevage, je vais faire la tournée avec elle. Et en partant, je lui dis, mais au fait, Fichtre, ah non, vous inquiétez pas, je l'ai mis au paddock dehors, c'est pas pour aujourd'hui. On fait la tournée d'élevage, 2-3 heures pour faire le tour un peu partout, aller soigner les foals, les mères et tout. Et quand on revient, j'aperçois Fiche dans le paddock et je vois un petit bébé au pied. Et je dis à Nathalie, ben dites donc Nathalie, je croyais que c'était pas pour aujourd'hui. Oh ben merde alors. Et il était né, la jument était debout, il n'était pas encore levé, mais bon, il était sorti de la délivrance et tout allait bien. Donc il avait vraiment envie de vivre comme un champion, quoi. Bon, ça, c'était très joli. Et vous, merci à Internet. Vous êtes en Turquie à un moment donné. Je ne dis pas que vous vous ennuyez, Si, mais vous pouvez avez le dire. souvenir d'un cheval que vous avez vu courir et vous avez qu'une envie, c'est de le regarder parce que vous apprenez qu'il va peut-être être à vendre. Qu'il est à vendre. L'histoire de Bold Eagle, pour moi, ça commence par l'histoire d'un autre champion qui s'appelle Brosse Troubadour, qui est au comte de Senneville. C'est le crack du centre-est. Et Christophe, son entraîneur, m'avait dit un an avant, j'ai qualifié quelque chose d'exceptionnel. Et donc, moi, je suis la carrière de ce cheval qui monte les étages, les 4 à 4. Et un jour, dans le Prix de Gien, il court avec Jean-Michel Bazir, un bon driver que je vous conseille, Philippe. Merci. Je mettrai en application. Voilà, il court avec Jean-Michel Bazir à Vincennes et on est sûr qu'il va faire une démonstration. Et il y a un cheval qui sort de la nuit de Vincennes et qui vient, mais bon, le terrasser. Et dans la course, il y a Booster Winner qui après gagne semi-classique, gagne classique montée, etc., etc. Et ce jour-là, dans ma tête, Brosse Troubadour est battu par le Ridicache de Jean-Étienne. Pourquoi le Ridicache de Jean-Étienne? Parce que Jean-Étienne nous habitue plus à voir des quakers, des cocktails, etc. Et pour moi, ce cheval, je ne sais pas comment il s'appelle le Ridicache de Jean-Étienne. Et quand on parle des ventes de Dubois et de la réduction d'effectifs, on comprend que Jean-Étienne, c'est pas pour de faux, je demande à Thomas Barnereau si Jean-Étienne vend son Ridicache. Je ne sais toujours pas qui s'appelle Bold Eagle. Et quand j'apprends qu'il est à vendre, je me refais sur mon lit d'ennui en Turquie en train de regarder le Tour de France en turc. Voilà. Je me refais, ça m'a coûté une fortune de téléphone, mais bon, je pense que c'est amorti. Et je regarde les courses de ce cheval et je suis subjugué, pas des performances intrinsèques, de la façon dont le cheval... c'est ce qui te... Ouais, tout à fait. Non, l'aisance avec laquelle Jean-Étienne gagnait sans rien lui demander. Voilà, et ça c'était... les fois où il ne gagnait pas, on se demandait si Jean-Étienne pensait pas à autre chose, peut-être à son Australie, ce jour-là. Voilà. Et l'histoire s'écrit ainsi. Le mot de la fin, Philippe, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à Pierre? Non, moi, ce que j'espère, c'est qu'on aura une course limpide, un bon climat, Ouais. une bonne météo, et puis qu'on aura un beau combat. Je l'attends avec impatience. J'aurai sûrement moins de stress que l'an passé, parce que l'an dernier, on avait un stress pas possible, et comme je l'ai gagné, j'aurai beaucoup de moins de stress que lui, et ça sera un gros avantage. Alors,
contrairement à ce que pourrait dire Philippe, et c'est pas du tout pour taper en touche, j'estime que Bold a fait ce qu'il avait à faire dans sa génération et qu'aujourd'hui c'est du bonus et que aujourd'hui gagner le prix d'Amérique ça serait vraiment vraiment un exploit et si on ne le gagne pas ça sera juste partie remise. Ouais, Varenne avait finalement été 3e du premier, puis derrière, Lors de ça n'a pas la empêché plus d'être un belle crack. course de sa carrière. Messieurs, j'ai été ravi de vous accueillir sur ce Nous aussi. plateau. On a passé un agréable moment moment. exceptionnel. Sébastien, merci. Merci, Bruno. Quant à vous, eh bien, on vous dit à très bientôt sur Paris Turf TV. Merci à Alain Stromboni et merci également à Cédric Vandergut, notre réalisateur. Ils étaient accompagnés de Florian. À très bientôt.